Thierry. On a un quart d'heure, parce qu'il ne faut pas trop se regarder, nous prendre un quart d'heure avant de faire. Oui, je sais pas, j'ai vaguement pensé aux forces plastiques, je sais pas, c'est dans le Gai Savoir, ça, qui sont reconstructrices de la vie, qui sont réparatrices. Alors, je sais pas comment ça se dit en allemand, c'est la Bildung. Je sais pas dire les forces plastiques en allemand. Mais il y a quelque chose peut-être de cet ordre du devenir. Il dit plutôt artistique, plutôt plastique. Force créatrice plastique. Non, je cherchais la traduction allemande de force créatrice au sens de force plastique chez Nietzsche, qui participe du devenir, des transformations de la vie, des métamorphoses de la vie aussi. Donc je ne sais pas s'il peut y avoir un lien. Force créatrice, c'est Schöpfung der Kräfte. Ça. Donc c'est pas. Et je ne suis pas une spécialiste. Ah bon. D'accord, je sais pas, je trouvais que c'était la Bildung, moi. Il n'y a pas la Bildung chez Nietzsche. Bildung, c'est l'éducation. Ou alors c'est le mot plastique tout court. Quand c'est l'éducation, c'est Bildung. Ça n'a rien à voir avec Rien à voir. Je dis rien. Non, mais je pense. Oui, mais j'ai pas. Ou alors c'est le mot plastique. Je n'ai pas vérifié. Hein. J'ai pas creusé la question. Bon. Oui, mais allez-y, mais oui, vous, non, je sais pas si le mot... vous arrêtez de parler au moment où je m'approche pour vous entendre. Oui, mais là c'est un problème de langage. Hein. La question est de savoir si ce que Nietzsche appelle les forces plastiques constructrices se traduit. Force plastique, ça te dit rien chez Nietzsche? Force plastique. Les forces plastiques. Plastique. Ah non, le plastique, fort. Les forces plastiques. Non, ça c'est ça te dit rien? Je ne suis pas préparé. Les forces plastiques. Dans l'origine de la tragédie, ça. Voilà, qui? Quoi? Dans l'origine de la tragédie. Je sais plus où ça se trouve. Ça réapparaît, je crois dans Gai Savoir aussi, peut-être dans l'origine de la tragédie. Dans celui-là. Avec l'âme. Bah, écoutez, là, il faudrait vérifier ça. Je ne sais pas si le terme est plastique, je ne sais pas si ça a un rapport avec les transformations, ça peut-être rien à voir. Je n'ai pas, au sens littéral du terme, j'ai entendu le moindre des mots. J'ai entendu fort plastique, ou c'est tout ce que j'ai entendu? Les forces. Ah, mais une force. Ou les puissances, si tu veux. Ah, des forces plastiques. Qui c'est qui a utilisé cette expression? C'est une traduction que j'ai vue dans. On peut les utiliser comme on veut. Plastique et même plastique, oui, ça veut dire qu'il forme des forces qui flasent. Bon, je retrouve la source, hein. Des forces qui donnent une forme, qui ont une puissance plastique. Le mot plastique a le sens de composer des formes. Une force plastique, ça se comprend de soi, mais qui c'est qui a utilisé ça? Nietzsche, justement. J'ai trouvé ça chez Nietzsche. C'est toi? Mais non, dans Nietzsche. Et le problème, c'est de savoir la traduction. Est-ce que c'est une plastique qui est conservée? Tu veux utiliser cette expression? Je ne sais pas, je l'ai trouvée, moi. Je croyais qu'elle était un peu connue. Personne n'a interdit de l'utiliser. Je n'ai pas dit que je l'ai utilisée, j'ai dit que je l'ai trouvée chez Nietzsche. Je voulais savoir si ça avait un rapport avec la métamorphose. À des forces plastiques. La nature, on dit la nature a des forces plastiques. Voilà. Oui, c'est ça. Les forces telluriques. On dit les forces telluriques, les forces de la terre, les forces. Le mot plastique s'utilise beaucoup dans ce sens-là, dans différents contextes. Ça participe de la grande santé, de la vie régénératrice, et donc d'une métamorphose et d'un devenir, et d'une valeur, évidemment, de l'art supérieure à la valeur de la vérité, puisque c'est quand même au nom d'un monde phénoménal esthétique que la vérité est dévalorisée. Donc je ne sais pas compte si les forces plastiques ne sont pas ici présentes. C'était tout ça, rien d'autre particulier. Ça peut avoir un rapport avec la philosophie de Lamarck, où en fait les différentes formes des êtres vivants, je ne connais pas très bien, mais se transforment les uns dans les autres. Il y a un côté artistique de la nature et des êtres vivants. Je me demandais s'il n'y a pas de dimension justement à relier de ce côté-là, mais ça n'a pas de conséquences. Bien que si le terme n'est pas très connu, peut-être que je le retrouve précisément et vous le communiquez aux uns et aux autres alors, parce que j'en suis assez persuadé, je vais retrouver le passage, je vais l'avoir quelque part, et les traductions qui permettent, entre autres, de voir ce qu'il en est du devenir et des métamorphoses de la vie et de
l'évaluation artistique. Il y a une pensée. L'espacement de la valeur par Mais Nietzsche n'a pas développé beaucoup, mais il adhère à ce mouvement de la pensée, de la biologie moderne, contemporaine. Je ne sais pas si c'est à des pensées très très précises, mais c'est effectivement cette idée. Ce n'est certainement pas lui qui est l'auteur de la transformation, de l'adoption d'une sorte de darwinisme biologique pour le transformer en un darwinisme social. On l'a fait sur le dos de Nietzsche, ça, de cette transformation et ce passage d'une lutte pour la vie. Mais c'est pas du tout dans le sens de la pensée nietzschéenne, ça, c'est pas. Je n'évoquais pas une question biologique. C'est une déformation. Mais plutôt un retour apollinien chez lui. Je pensais ça en termes artistiques. Non, je regardais les autres que Bataille avait écrit là-dessus, sur les ambiguïtés d'ailleurs qui ne cachent pas, mais en même temps le sens très profondément dynamique, anarchique, critique, et d'ailleurs aussi à la fois intempestif et contestataire de la pensée de Nietzsche, dont l'élément essentiel est toujours d'entrer en lutte contre ces puissances de fait qui sont dans Zarathustra. Il y a d'ailleurs en particulier il y a l'État, les institutions, les forces institutionnelles diverses, historiques dans le passé, qui entrent en ligne de cause beaucoup là-dedans. Donc cette lutte contre l'ensemble des institutions est un des éléments tout à fait essentiels, ou de ce qu'on peut appeler les stratifications de la vie, ces dérivations, ces captations dans un certain nombre de contraintes. C'est tout ça contre quoi lutte Nietzsche, et pour en revenir à ce que l'on lisait là tout à l'heure avec ce dragon, c'est ça, ce dragon contre lequel il va y avoir à lutter, qui est représenté par l'ensemble de ces obligations du Zolst, du Zollen, de l'obligation morale. Je dis ça parce que ce sont des métaphores visuelles assez fortes qui semblent apparaître éventuellement dans ce mystère de la vache pie, d'une figure bariolée en fin de course dans les transformations, et puisqu'il y a quand même une question de l'ordre de la plasticité. Enfin, il y a un héritage nietzschéen qui postule une plasticité générale qui est assez connue chez certains auteurs, et qui en définitive semblerait privilégier un jeu visuel dans l'affirmation de la vie. Dans l'affirmation de la vie, c'est simplement cela. Donc, qu'est-ce que c'est que cette figure, qui n'était pas figurale, mais c'est cette figure qui surgit, telle que tu l'as fait apparaître dans un mystère donc textuel possible, je ne sais pas, dans les traductions, même si c'est un drôle d'oiseau, même si c'est quelque chose de cet ordre-là, comme une cité, comme une ville, et comme aussi de l'ordre du visible. Qu'est-ce que c'est cette coloration du désir, du devenir, qui participe d'une plasticité, d'une transformation, dans la mesure où c'est quand même l'art, qui n'a jamais pas tellement été évoqué ici, qui est la valeur quand même pour Nietzsche. La question du divin est réglée par l'art quand même, en partie. Mais on parlait la dernière fois à propos de l'autobiographie de Derrida, on parlait de l'ex homo. On peut refaire la liaison d'ailleurs avec, pour conclure, avec cet aspect qui avait été vu. J'avais noté les références, les passages très importants. Il y a
dans Exe Homo sur la genèse de Zarathustra. L'histoire de Zarathustra, c'est dans Exe Homo, mais qui en a parlé, oui. Je vais raconter maintenant l'histoire de Zarathustra, la conception fondamentale de l'œuvre, l'idée de l'éternel retour, cette formule suprême de l'affirmation, la plus haute qui se puisse concevoir, date du mois d'août de 1880, d'où l'importance de cette formule de Yaza. Et ensuite, qu'est-ce qu'il pour comprendre ce type, il faut d'abord se rendre compte de sa première condition physiologique, ou qui relie au corps là-dedans. Elle est ce que j'appelle la grande santé. Je ne saurais mieux expliquer cette idée, qui est toujours dans l'interprétation de Zarathustra, et à une époque où il écrivait également le gai savoir. Je ne sais mieux expliquer cette idée, l'interpréter d'une façon plus personnelle que je ne l'ai déjà fait dans un des derniers morceaux du 5e livre du gai savoir. Nous autres, je lis simplement juste quelques lignes, nous autres hommes nouveaux,